On ne le sait pas forcément, mais pratiquement tout le trafic Internet est assuré par des câbles sous-marins. En décembre 2006, 9 câbles de fibre optique entre Taïwan et les Philippines ont cessé de fonctionner. Des ordinateurs sont tombés en panne partout en Asie. Ce jour-là, au large de Taïwan, des milliers de tonnes de roches et de débris se sont déplacés. Et les câbles n'ont eu aucune chance. Mais des équipes de choc sont là pour les réparer. Je suis à bord du Wave Sentinel. Il fait partie d'une flotte de bateaux de haute technologie dont le travail est de maintenir le monde connecté. Tout ce bateau se tient prêt à intervenir. On est en veille permanente. On est tenu d'intervenir dans les 24 heures. Et le plan d'action implique de se rendre dans les zones les plus reculées de l'océan et de prendre tous les risques pour réparer les câbles au plus vite. 99% des communications Internet entre les continents passent par des câbles sous-marins. À l'aide de véhicules télécommandés, ils recherchent les câbles sectionnés jusqu'à 4800 mètres de profondeur. On mobilise des équipes et des bateaux et vous vous donnez tous mal simplement pour cette chose pas plus épaisse qu'un cheveu. Quelle quantité d'informations ils transportent? Chaque fibre fonctionne par paire et chaque paire de fibres transmet environ 150 millions d'appels téléphoniques simultanés. Tous en même temps. Ça fait du monde là-dedans. Et la place de cet objet très délicat est au fond de la mer. Chaque réparation peut coûter près de 600 000 €. Toutes les grandes entreprises de télécommunications gardent le numéro de ces hommes sous la main. Il y a des centaines de glissements de terrain chaque année dans l'Atlantique. Et c'est grâce à ces bateaux qu'on peut se connecter à Internet tous les jours. Avant d'en venir au vif du sujet de cette émission, je voudrais vous reparler quelques instants de l'émission précédente qui nous a valu énormément de commentaires. Mais ce que j'ai remarqué avec mon équipe, c'est que 3 éléments semblent avoir totalement échappé aux internautes. Le premier élément, c'est d'abord cet ingénieur qui, lors d'une conférence, va nous expliquer, et lui totalement détaché de toute problématique au sujet d'une quelconque conspiration ou quelconque mensonge de la NASA, et qui va nous expliquer qu'en termes de câbles sous-marins et de télécommunications, les câbles sous-marins représentaient 97% du trafic. Alors on se dit, ok, sur Terre ça marche bien, on a des bonnes technologies. Maintenant on veut communiquer avec un pays, typiquement les États-Unis, au-delà des océans. Quelles sont les technologies possibles? Celle qui vient à l'esprit, c'est généralement la radio ou les satellites. Et beaucoup de gens pensent que les télécommunications utilisent des satellites. Au risque de vous décevoir, les communications satellites, c'est quelques pourcents des communications. 95-97% des communications, des télécommunications, ça passe par des câbles. Les satellites, c'est des cas extrêmement précis, typiquement militaires, ou le journaliste sur des théâtres opérationnels, enfin voilà. Vous avez pu le voir avec la vidéo que nous avons utilisée pour le générique de cette émission. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus à 97%, mais carrément à 99%. Il ne reste plus que 1% pour comprendre et réaliser que peut-être les satellites n'existent pas. Dans cette vidéo, on vous parle tout de même d'une flotte de centaines de bateaux à travers le monde. On vous parle de missions qui coûtent en moyenne dans les 600 000 €. Et on vous parle aussi d'une centaine de missions par an. C'est pas rien. Chaque mission nécessite un déploiement d'énergie humaine, en plus dans des coins reculés, dans des endroits dangereux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait des satellites. Le deuxième point, qui semble avoir totalement échappé aux internautes, ce deuxième point, c'est le fait que le père des satellites est Arthur C. Clarke. En soi, c'est tout de même une information capitale qui me semble suffisamment énorme et qui aurait mérité d'être relevée. Là encore, pas un mot sur Arthur C. Clarke, le père des satellites. Le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est Skylab. Aucun commentaire sur Skylab,
cet ovni de l'espace qui, dès les années 70, enfonce largement tous les records en matière de dimension, de confort par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans l'ISS. Les démonstrations des astronautes qui tournent en rond comme des hamsters dans une roue. Personne n'a relevé la bizarrerie de voir un Skylab aussi au point, qui va fonctionner pendant 2 ans, sans véritable problème, et faire une démonstration de modernité qu'on ne retrouvera jamais dans toute l'histoire de la conquête spatiale. Depuis, plus rien. Ces 3 éléments me semblaient, moi, assez suffisamment importants pour mériter des commentaires de la part des internautes et mettre le doigt sur le fait que, oui, il y a évidemment un mensonge aberrant de la part de la NASA et même au niveau de l'évolution de son histoire. Pour aller vite, parce qu'on ne va pas passer encore une émission de plus sur la problématique du mensonge de la NASA, je pense que nous en avons fait le tour. On peut encore relever des problèmes dont nous n'avons pas encore parlé, qui sont par exemple le fait que les avions disparaissent lorsqu'ils volent au-dessus des océans. Ils disparaissent des écrans radars. Ça, c'est une anomalie qui ne devrait pas exister si les satellites existaient. L'autre point que nous n'avons pas abordé, c'est les gyroscopes qui montrent toujours l'horizon alors qu'ils n'ont aucune correction. Ça pose encore un problème scientifique qui serait intéressant de pouvoir expliquer. Il y a l'exemple du B-52, cet avion espion qui est toujours en service actuellement et qui, finalement, on se demande là aussi à quoi il sert. Là, j'ai envie de me répéter et de dire c'est pas comme si on avait des satellites. Je passe encore en revue 2-3 petites choses dont je n'ai pas parlé précédemment. Par exemple, Hubble. C'est un des satellites télescopes dans l'espace qui est le plus connu au monde. On se souvient de la fameuse réparation d'Hubble dans l'espace qui nous avait valu énormément de presse et de médias à la NASA. Il se trouve qu'un programme de la NASA, en collaboration avec les Allemands, fait exactement et donne les mêmes résultats qu'Hubble. Il s'agit du programme SOFIA. C'est un avion, un Boeing 747, qui est muni d'un dispositif scientifique et équipé d'un radiotélescope qui permet d'obtenir des images de l'espace lointain. Et les résultats, les photos que la NASA donne de ce programme sont absolument identiques et très très proches de ce que nous montre le télescope Hubble. Donc là encore, on peut se demander, finalement, Hubble, ce fameux télescope qui a été myope un temps et qui a retrouvé la vue, est-il vraiment utile? Et peut-être que là aussi, ce serait peut-être à nous d'ouvrir les yeux et de nous poser les bonnes questions. Il y a enfin, juste un petit détail amusant, les programmes des années 50 et 60 des ballons satellites qui ont été mis en place par pas mal de sociétés, notamment le laboratoire Bell, qui ont été mis au point, qui ont été oubliés et qui ont été remis au goût du jour depuis quelques mois. Et on se demande bien pourquoi. Encore une fois, c'est pas comme si on n'avait pas des satellites. Ok, alors vous n'avez pas relevé Skylab, vous n'avez pas relevé les câbles sous-marins, vous n'avez pas relevé Arthur C. Clarke. Maintenant, l'important à comprendre, c'est que le mensonge est partout. Le mensonge de la NASA n'est qu'un épiphénomène. En réalité, nous sommes tous victimes de la conspiration des conspirations. C'est la conspiration de la matrice. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La conspiration de la matrice repose sur 2 grands principes. D'une part, le mensonge, et ce sera vraiment le sujet de cette émission, et d'autre part, l'illusion. Il faut bien comprendre que pendant qu'on se chamaille sur des questions de terre plate, de terre ronde, de terre creuse, etc., on perd de vue l'essentiel. Il n'est pas très important de discuter de la décoration, de la couleur de la tapisserie de la cage dans laquelle nous sommes.
il n'est pas très important de savoir exactement la forme des barreaux de notre cage, que ces barreaux soient ronds ou qu'ils soient carrés, ou qu'ils soient plats. L'important, c'est vraiment de comprendre que nous sommes réellement dans une cage. Alors il y a toutes les personnes, les tenants de la Terre plate, qui pensent que le fait que la Terre est plate, ça va les reconnecter au divin. Ils vont tout d'un coup reprendre conscience de leur importance aux yeux de Dieu, ou ils vont se sentir tout d'un coup au centre de l'univers. Mais finalement, ce que j'ai pu voir, ce à quoi j'ai pu assister, c'est plutôt un enflement de l'ego avec des individus qui finissaient par se perdre dans l'idée, le concept d'une humanité élue, qui me paraît être très loin de la réalité, car encore une fois, plate, ronde ou triangulaire, la cage reste la cage. Quand je vous parle de mensonges, forcément, tout de suite, on rigole avec... c'est plutôt amusant de dénoncer le mensonge de la NASA, ça fait plutôt plaisir, c'est comme de dénoncer, je sais pas moi, les mensonges des laboratoires pharmaceutiques ou autres. C'est la même problématique. Ça, quelque part, ça ne froisse personne, ça ne gêne personne, si ce n'est quelques scientifiques qui se sentent un peu concernés, ou quelques astronomes qui se sentent blessés dans leur ego. Mais au-delà de ça, les personnes qui sont ouvertes d'esprit sont toutes d'accord pour dire que, effectivement, pour quelque raison que ce soit, la NASA nous cache des choses. Au final, ça ne remet pas énormément de choses en question, en dehors du fait de savoir à quoi ressemblent, une fois encore, les barreaux de la cage. Forcément, quand je vous parle de mensonge, la première chose qui va vous venir à l'esprit, c'est le mensonge politique. Là encore, c'est un mensonge qui n'est pas trop dérangeant. Tout le monde a admis depuis bien longtemps que mensonge rimait avec politique. On connaît pas mal d'affaires, c'est même pas la peine de les énumérer ici. La dernière affaire en date, c'est celle d'Hillary Clinton. Vous avez entendu les journalistes, les médias du monde entier vous répéter, après le 11 septembre et le malaise qu'elle a fait, qu'Hillary Clinton souffrait d'une pneumonie, et puis 24 heures après, 48 heures après, elle réapparaissait en parfaite santé devant les médias et plus regonflée que jamais. Pourtant, quand on entend les médias, quand on entend les journalistes nous décrire ce problème de santé qu'est la pneumonie, on est quand même troublé, parce que pour les gens informés, on sait très bien que ça fait plusieurs mois que des rumeurs circulent sur la maladie, sur les problèmes de santé d'Hillary Clinton, survenus à la suite de plusieurs AVC qu'elle aurait eu plusieurs années auparavant, voire même d'une chute et d'un choc à la tête. Toujours est-il que vous vous souvenez donc des images que vous êtes en train de regarder en ce moment d'Hillary Clinton ramenée dans sa voiture tout de suite après son malaise, et on voit bien là qu'il s'agit on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est comme un pantin désarticulé, une sorte de robot qui a perdu tout contrôle. Ce malaise a été précédé par plusieurs alertes. Il y a un autre document vidéo que vous allez voir tout de suite, où on voit Hillary Clinton qui est assaillie par une poignée de journalistes qui tendent leur micro tous en même temps sur elle, et il y a un choc en retour de la part d'Hillary Clinton qui semble perdre les pédales. Son corps semble une fois encore se désarticuler, mais cette fois-ci, c'est pour ça que je parlais d'alerte, elle se ressaisit, elle reprend le contrôle de ce qui lui arrive, et au final, ça passe à l'époque comme une plaisanterie. Pourtant, quand on regarde ses yeux, on se rend bien compte qu'il y a eu quelque chose, et surtout quand on regarde, vous allez voir la réaction de la jeune journaliste qui se trouve à sa gauche et qui lui tend son téléphone. Observez cette jeune femme, vous allez voir que
là, elle n'est pas juste troublée, elle est carrément effrayée par ce qu'elle a vu. In every way, and I was very proud of her. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. In every way. And how did you talk about Senator Warren? Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. It was great. I mean, it was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud of her. Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. Ce qui va vraiment donner du grain à moudre aux chercheurs de vérité, et ça je vous parle de quelques semaines avant le fameux malaise du 11 septembre, c'est cette affaire de faux meeting auquel Hillary Clinton aurait ou n'aurait pas participé. Let's go out and win the election. God bless you and God bless the United States of America. Thank you. Ce qui va attirer l'attention des chercheurs de vérité dans cette séquence, ce sont les téléphones portables dans les mains du public. En fait, en faisant un gros plan sur les écrans des téléphones, on se rend compte qu'Hillary Clinton n'est pas là et que le décor qui apparaît sur les téléphones n'est pas le décor de la séquence. Donc, le mensonge ici paraît évident, il est indiscutable. Mais, vous savez, en matière de mensonge, lorsqu'on est confronté à un menteur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où, jusqu'à quel degré et sur combien de plans se situe le mensonge. Et par rapport à la problématique de la santé d'Hillary Clinton, le problème se pose de la même façon. Vous allez maintenant voir une autre séquence. On entre vraiment dans la 4e dimension. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'on réalise que dans ce monde, on ne peut rien savoir, alors on sait tout ce qu'il y a à savoir. Ce qu'il faut comprendre en tout état de cause, c'est que tous ces mensonges, mensonges de la NASA, mensonges politiques, aussi énormes soient-ils, comme ceux que nous venons de vous montrer, que nous vous avons montrés au cours des émissions précédentes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mensonges sont le résultat d'un processus beaucoup plus vaste qui s'étend sur des siècles
et des générations. Lorsqu'un menteur va vous mentir pour la première fois, il va vous mentir, je ne sais pas, par exemple, sur un bonbon. Si ça passe, le lendemain, il va vous mentir sur une tablette de chocolat. Et le lendemain, si ça passe encore, il va vous mentir sur un truc un peu plus grand encore. Ce qui fait qu'au bout du compte, s'il se rend compte qu'à chaque fois on le croit, il finira par vous mentir sur sa vie tout entière. C'est exactement à ce phénomène que nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est intéressant d'essayer de remonter jusqu'à la genèse du mensonge et de découvrir pourquoi et comment les menteurs d'aujourd'hui se permettent de nous mentir en toute impunité et avec une telle confiance en sachant pertinemment que nous allons les croire. C'est Goebbels qui disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Et on se rend compte à quel point aujourd'hui c'est gros. Mais la question qui va se poser à présent, c'est de savoir jusqu'à où vous êtes prêts, vous, à accepter d'avoir été trompé. C'est le moment de vous rappeler la fameuse phrase de Mark Twain qui disait « Il est facile de tromper les gens et beaucoup plus difficile de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. » Donc, c'est le moment, à présent, de vous demander si vous êtes prêt et jusqu'où vous êtes prêt à aller si le lapin blanc vous invite à le suivre jusqu'au fond de son terrier. Mais, avant de vous enfoncer dans le terrier du lapin blanc, je vais juste vous raconter une petite histoire que nous avons vécue durant quelques années avec les lecteurs de Top Secret. Tu es dans la matrice. Et alors ? Suis le lapin blanc. Que je suive le lapin blanc. Toc toc néo. Tout a commencé avec Top Secret numéro 48 et l'éditorial. Nous avons parlé des voyageurs du temps et notamment illustré l'article avec le buste, un buste égyptien de la 18e dynastie qui représentait, mais alors trait pour trait, Michael Jackson. On était parti du principe que peut-être Michael Jackson n'était pas mort et qu'il s'était enfui dans le passé, dans cette époque qu'il aimait tant et qu'il fascinait tant. Ce qui était curieux, c'est que ce buste, qui était exposé dans un musée, était totalement inconnu des fans de Michael Jackson et puis du monde entier. Et tous les médias, tout d'un coup, ont repris et ont parlé de l'existence de ce buste, qui est vraiment trait pour trait, qui est très troublant et qui ressemble énormément à Michael Jackson. Au même moment, les fans de Michael Jackson ont commencé à poser des questions sur la mort de la star, du roi de la pop, en soulevant des anomalies, en relevant des anomalies autour de sa mort. Bref, un phénomène très proche de celui qui avait été connu au moment de la mort d'Elvis Presley. Dans Top Secret numéro 50, on a parlé ensuite d'une BD, Jet Logan, et de l'épisode 15. Dans cet épisode 15, l'histoire, la trame de l'histoire raconte énormément, s'appuie sur énormément de faits d'actualité du moment, au moment où on parlait de cet article, et de sujets dont on avait traité dans Top Secret au cours des mois précédents. C'est-à-dire qu'il y avait notamment la spirale de Norvège, vous savez, cette spirale qui était apparue au moment du discours d'Obama à l'époque lors de sa remise du prix Nobel de la paix. Il y avait notamment la problématique de la Terre plate dans cette BD. Il était question également des orbes. Et on s'était demandé si les voyageurs du temps, finalement, n'étaient pas en train de nous envoyer dans le passé des messages que nous avions pour mission de décrypter. À partir de ce moment-là, la chose
qui s'est produite, c'est qu'il y a eu une avalanche de phénomènes, d'anomalies qui sont apparus sur le web. Ça a commencé, vous vous en souvenez sans doute, avec la vidéo de Charlie Chaplin, l'avant-première du film Circus, en 1928, je crois, où l'on voit une fameuse dame au téléphone. Alors qu'importe s'il s'agit d'un téléphone, mais en tout cas, dans cette histoire de voyageurs du temps, un nouveau personnage était entré, c'était Charlie Chaplin, qui était, rappelons-le, l'idole de Michael Jackson. Michael Jackson se déguisait très souvent en Charlie Chaplin. Et puis, un autre personnage emblématique dont nous aurons l'occasion de reparler très prochainement, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable qui est un des personnages principaux du film Matrix, puisque c'est à travers le téléphone portable que les personnages peuvent voyager, passer d'une dimension à une autre. Donc, on avait Michael Jackson d'un côté, Charlie Chaplin de l'autre, et on a commencé à se poser la question, à savoir, est-ce que Hollywood n'avait pas une technologie, ne bénéficiait pas d'une technologie qui permettait de voyager dans le temps et qui permettait donc de prévenir à l'avance et d'informer le public à l'avance d'événements qui allaient se produire. Évidemment, l'événement le plus emblématique qui soit du début du XXIe siècle, c'est l'événement du 11 septembre, encore une fois. On revient à Matrix et on se souvient tous du passeport de Neo au moment où il est interrogé dans ce bureau des agents de la Matrice, et son passeport, lorsqu'on fait un gros plan dessus, on se rend compte qu'il expire le 11 septembre 2001. C'était un des éléments qui semblait nous indiquer qu'effectivement, à Hollywood, les gens savaient des choses. Est-ce que ça avait un rapport avec le voyage de temps? Je ne sais pas. Mais rappelons que depuis qu'on avait commencé à se poser ces questions-là, il y avait une déferlante, une sorte de vague de phénomènes en relation avec les paradoxes temporels. Autour du 11 septembre, il y a énormément de prévisions par Hollywood de cet événement. Notamment ce que vous êtes en train de voir à l'image. L'événement le plus marquant, c'est évidemment l'épisode pilote de la série des Long Gunmen, qui met en scène des attentats organisés par des agences secrètes gouvernementales et qui montre comment des avions vont percuter les tours du World Trade Center. C'est quoi le scénario numéro 12T? Nous avons su que c'était une simulation tactique, un gang de terroristes détournant un avion. Mais en quoi ça peut justifier un meurtre? La fiction est devenue réalité. Bon, admettons que des pirates de l'air envisagent de s'aligner sur ce scénario. Pourquoi ce serait toi qu'on voudrait assassiner? Tout dépend de qui sont les organisateurs. Les personnes qui ont conçu la simulation? C'est-à-dire que le gouvernement serait prêt à commettre un acte terroriste contre un de nos avions? Oh, te voilà encore en train d'accuser le gouvernement tout entier. Il ne s'agit que d'une faction, une petite faction. Où est-ce qu'ils veulent en venir? La guerre froide est finie, John. S'il n'existe aucun ennemi, tout le marché de l'armement s'effondrera. Mais prends un 727 avec ses passagers, fais-le se cracher en plein centre de New York, et aussitôt une dizaine de petits dictateurs, trônant aux quatre coins de la planète, hurleront pour qu'on leur attribue l'attentat. Et l'engrenage d'une guerre ne tardera pas à s'enclencher. Je n'arrive pas à le croire. Tout ça pour relancer les marchés? C'est pour quand? Cette nuit. Tu comptes les arrêter comment? Tu vas dénoncer l'opération, le dire à la presse. Tu crois que je survivrai plus de 30 minutes si je révèle cette histoire? La presse, qui voudra publier ça? Nous le ferons. Là-dessus? Sur cet immonde canard à scandale qui dévoile qu'on fabrique des bébés à deux têtes et qu'Elvis était venu de la planète Mars. Tu avoues que tu es abonné. Tu te poses là, toi, comme naïf. On était donc dans une espèce de tourbillon, de mouvement, où plein d'indices nous montraient que des gens savaient des choses qui allaient se produire dans le futur. Et
Au même moment, 2, 3, 4, une dizaine de vidéos sont apparues sur la toile montrant des femmes ou des hommes dans des vidéos du début du XXe siècle et en pleine conversation avec des téléphones portables. Alors pour le plaisir, je vous invite à regarder 2 de ces séquences, vous allez voir c'est tout à fait troublant. On a vraiment l'impression que ces 2 femmes portent sur elles des téléphones portables. Il y en a même une, on a l'impression qu'elle est en train de refermer le clapet de son téléphone à la fin de la conversation. On était donc lancé dans une espèce de tourbillon, de mouvement, dans une quête au message des voyageurs du temps, en essayant de comprendre ce qu'ils essayaient de nous dire. Parallèlement à tout ce que je vous raconte, les anomalies spatio-temporelles se multiplient. Par exemple, on découvre dans un vieux Paris Match des années 70 un tableau qui est conservé au musée de Glasgow et qui montre à la au début du 19e siècle Charlie Chaplin, le personnage de Charlie Chaplin 100 ans avant Charlot. On va découvrir aussi au même moment un clip, une espèce de court-métrage qu'a tourné Charlie Chaplin, court-métrage de propagande, de propagande pour la guerre, où on voit en personnage récurrent derrière lui un zeppelin. On sait aussi que le zeppelin est un engin récurrent dans toutes ces affaires de voyages extradimensionnels, et notamment le zeppelin joue un rôle assez important dans la série Fringe. Cette série qui décrit la confrontation de 2 réalités, de 2 dimensions qui s'affrontent, dont l'une doit disparaître à la faveur de l'autre. Autre anomalie rigolote, on va trouver dans une lettre papale de la fin du XIVe siècle le personnage de Yoda. On va également avoir les photos de Nicolas Cage dans des personnages du XIXe siècle. Idem avec John Travolta. Bref, une cascade comme ça de stars d'Hollywood que l'on voit en photographie un siècle auparavant et qui sont vraiment des sosies. Et là même, on peut se demander s'il ne s'agit pas de clones, plus encore que de voyageurs du temps. Autre anomalie, mais assez forte, c'est de découvrir une fresque de Raphaël au Vatican. Il s'agit d'une audience du pape qui est représentée sur un mur, sur une façade. Et sur cette façade, parmi les ambassadeurs qui viennent consulter le pape, on voit un personnage qui ressemble, mais alors trait pour trait, à Sylvester Stallone. Alors ce sont autant de bizarreries
qui se succèdent comme ça dans un temps donné et qui nous troublent. En même temps, nous donnent envie d'aller plus loin, mais qui aussi nous donnent l'impression de tourner en rond et d'être trimballés quelque part. Également, à la même période, découvrir un buste romain du 1er ou 3e siècle après Jésus-Christ, et qui est à l'effigie, mais qui ressemble trait pour trait à Elvis Presley. Alors vous avez d'un côté Michael Jackson en buste de la 18e dynastie, buste égyptien, et vous avez tout à coup le buste d'Elvis Presley à l'époque romaine. Et tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous dis là, se trouve dans des musées, dans les musées les plus connus du monde, et circulent, vont de salle d'exposition en salle d'exposition. Toutes ces découvertes apparaissent sur Internet dans un laps de temps assez court. Je vous donne que quelques exemples parmi les plus forts, mais ça va durer comme ça pendant 2 ans. Il y a également un énième tableau de la Joconde qui apparaît de nulle part au musée du Prado, avec pour signature le fameux nombre 666 dont nous venions justement de parler un numéro auparavant. Bref, une sorte de dialogue semblait s'être instauré entre nous et ces fameux voyageurs du temps. Mais au final, moi, j'étais quelque peu frustré parce que je sentais bien que ces affaires de synchronicité ne nous menaient nulle part, et si ce n'est dans une sorte d'impasse, et qu'au final, on n'arrivait pas à en sortir grand-chose. Finalement, au bout d'un certain moment, j'ai dit stop, et j'ai demandé dans un édito à ce que les voyageurs du temps arrêtent de se manifester au moins pendant 1 année. C'était en décembre 2013, et je leur ai donné rendez-vous, justement pour essayer d'en savoir un peu plus, au début de l'année 2015. Et là aussi, curieusement, le phénomène des voyageurs du temps à travers Internet s'est stoppé aussitôt. Dans le numéro suivant, on a parlé des obsèques de Mandela, obsèques et hommages planétaires, et de cette affaire de cet homme apparu de nulle part, qui s'est mis à faire la traduction en langage des sourds, et en faisant n'importe quoi, pendant des heures, tout en restant aux côtés des chefs d'État les plus importants de ce monde. Regardez bien cet interprète en langage des signes. Il était à proximité de ceux qui ont pris la parole hier lors de la cérémonie d'hommage à Mandela. Selon plusieurs représentants des associations de sourds-muets en Afrique du Sud, il ne maîtrisait pas du tout la langue des signes. L'homme est apparu sur l'estrade, mais personne ne semble connaître ni son nom, ni d'où il vient. Cet homme-là a été retrouvé quelques jours plus tard et identifié. Et il a expliqué qu'il était schizophrène et que dans une crise qu'il avait eue à ce moment-là, il s'était vu faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il s'était senti investi d'une mission, et il avait commencé à faire des signes qui n'avaient ni queue ni tête, mais lui, pendant ce temps, voyait des anges dans le stade qui se manifestaient et qui nous prévenaient de plein de choses. On s'était demandé si c'était intéressant d'essayer de traduire ces signes que cet homme avait fait. Et puis surtout, voilà, pour moi, c'était une façon d'en terminer avec les voyageurs du temps, de passer à autre chose. Il se trouve que dans le numéro suivant, on était amené à reparler une nouvelle fois de Mandela, puisque la statue géante de Mandela, qui avait été placée sur une place à Johannesburg, présentait un lapin dans son oreille. Et c'était assez surprenant, puisque le lapin, c'était quasiment la mascotte de Top Secret, c'était le leitmotiv de Top Secret, puisque nous étions, nous, à la poursuite de ce lapin blanc. Or, un lapin dans l'oreille de Mandela, c'était assez étrange, puisque
dans le numéro précédent, la problématique autour de Mandela, c'était le langage des sourds. Y avait-il quelque chose à entendre? Toujours est-il que moi, j'étais assez satisfait d'en avoir fini avec les voyageurs du temps et d'être un peu tranquille pendant quelques temps, au moins jusqu'au début 2015. Et justement, en 2015, qu'est-ce qui apparaît dans un musée à Toulouse, le musée Labitte, apparaît un masque japonais qui ressemble trait pour trait au masque à la marionnette des Guignols représentant Jacques Chirac. Comment, là la question est de savoir, mais comment ce masque a-t-il pu passer inaperçu pendant toutes ces années? Alors, c'est d'autant plus amusant qu'on connaît les liens de Chirac avec le Japon et également sa passion pour les arts premiers. Bref, ce masque, alors qu'il a été président pendant pas mal d'années, apparaît seulement maintenant, début de l'année 2015, comme une réponse des voyageurs du temps. Pour moi, c'était l'occasion d'en faire une petite news et de clore le dossier. Mais le temps a passé. Et puis, j'ai fini par comprendre. Il y a 4 ans, j'ai publié un hors-série consacré au récentisme qui s'appelait « L'invention du Moyen-Âge ». Le récentisme, c'est la théorie qui veut que les autorités, les gens qui tirent les ficelles, ont rajouté des siècles à notre histoire de façon à légitimer les pouvoirs, qu'ils soient pouvoirs politiques ou les pouvoirs religieux. Dans le récentisme, on connaît évidemment l'école française, avec François de Sart, qui est le préfacier du hors-série, mais aussi David Carrette, qui est l'auteur du hors-série L'invention du Moyen-Âge, et puis aussi notre ami Pierre d'Ortiguier. Il y a également l'école russe avec Gleb Nosovsky et Anatoly Fomenko. On n'est pas obligé de partager l'objectif final de cette école qui tend à démontrer qu'en réalité l'Empire russe dominait le monde et que l'histoire a été falsifiée pour cacher la suprématie du peuple russe sur tous les autres peuples. En tout cas, le mérite de l'école russe, c'est d'avoir ramené à la surface des faits particulièrement troublants, et notamment le fait que depuis la Renaissance, il y a eu une véritable industrie de production des faux, avec des dizaines et des centaines de faussaires qui ont d'une façon ou d'une autre, modifié grandement nos connaissances de l'histoire. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. On sait tous que les Romains avaient une fascination pour l'art grec. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on dit que l'art romain est un art helléniste. On sait que les artistes de la Renaissance ont basé tout leur talent sur l'art grec et l'art romain. Mais la question qui se pose, finalement, à la lueur des révélations de Fomenko sur les faux et sur les faussaires, c'est de savoir si, au lieu d'avoir imité l'art grec et romain, est-ce que finalement les artistes de la Renaissance n'auraient pas prêté leur génie à un art grec et romain totalement imaginaire? La première question qui se pose lorsqu'on regarde ces statues grecques et romaines dans les musées, c'est le problème de ces personnages parfaitement rasés. Vous avez donc ces sculptures avec des visages totalement imberbes. Or, on peut s'interroger et se demander comment ces hommes, grecs et romains, faisaient-ils pour se raser aussi impeccablement au temps où le fer et l'acier n'existaient pas? Car
le bronze n'a jamais permis qu'on se rase aussi impeccablement. C'est un premier détail qui peut amener la suspicion sur la réalité de ces œuvres dans la chronologie officielle. L'autre question, qui est tout à fait importante sur ces sculptures, c'est la problématique de l'anatomie. On voit bien que, à travers ces sculptures, les artistes qui les ont créées connaissaient parfaitement le corps humain au moindre muscle, au moindre nerf, jusque dans les moindres fibres. Mais si on s'en tient à la version officielle de l'histoire humaine, on sait que l'être humain ne pouvait pas connaître le corps humain avec autant de détails avant la fin du XVIe siècle et la première dissection d'un corps humain par André Vessal. D'ailleurs, sur toutes les œuvres du Moyen-Âge, sur toutes les œuvres qui ont suivi et qu'on a trouvées depuis le XIe siècle, on voit bien que les personnages sont plutôt disproportionnés, avec des grosses têtes, des corps plutôt mal foutus. Et en tout cas, des œuvres qui n'ont rien à voir avec la superbe des sculptures grecques et romaines, que l'on retrouve en revanche au moment de la Renaissance, donc après cette première dissection par Vessal. Ce sont des petites choses. Si vous ajoutez ça avec l'industrie, l'entreprise de faux qui a été mise en place dès le XVIe siècle, qui mettent vraiment à mal tout l'édifice de ce qu'on peut croire savoir sur l'histoire de l'humanité. On retrouve la même perfection anatomique dans les peintures romaines de Pompéi qu'on va retrouver à Pompéi, ou dans les peintures que l'on retrouvera dans les vases. D'ailleurs, c'est assez curieux de voir que dans l'art grec, il y a énormément de peintures sur vases qui ont survécu au temps, alors qu'on pourrait croire qu'un vase, c'est particulièrement fragile, alors que les peintures murales, les fresques grecques et romaines sont très rares. Et finalement, tout ce qu'on connaît de la peinture de cette époque relève surtout de cet art pictural dans les céramiques. Et puisqu'on parle de faux, il est quand même important de rentrer dans les détails et de citer quelques exemples relevés justement par l'équipe de l'école russe. Vous avez par exemple, en 1864, il y a un antiquaire qui va vendre au musée du Louvre un buste d'un poète antique, et 3 ans plus tard, on va découvrir que le sculpteur qui a créé cette sculpture est en fait Giovanni Bastianini. Évidemment, cette œuvre, une fois qu'on aura reconnu son véritable auteur, va finir dans une autre salle du musée, dans les arts décoratifs. Il y a également un autre exemple fameux. En 1896, le sculpteur Louri Rokomovski va vendre au Louvre, pour 200 000 francs de l'époque, une tiare. La tiare va être expertisée et on va dire qu'elle provient du 1er ou 3e siècle après Jésus-Christ. Mais 3 ans plus tard aussi, il y a des amateurs, des spécialistes qui vont remarquer que les portraits qui figurent sur la tiare sont exactement les mêmes que ceux qui figurent sur l'Atlas de l'histoire de la culture. Et forcément, ça pose un problème et le sculpteur va être obligé de se dénoncer et il finira par revendiquer son œuvre. Mais ce sont des petits exemples très anecdotiques par rapport à des choses beaucoup plus sérieuses en provenance d'ateliers qui se sont mis en place et qui ont fourni au musée du monde entier des tonnes et des tonnes d'œuvres dites antiques en provenance soit de la Grèce,
soit de l'époque romaine. Et parmi ces ateliers, il y en a deux célèbres, un à la fin du XIXe siècle, l'atelier des frères Goman, et il y a au XXe siècle l'atelier d'Alceo Dossena, qui va fournir également énormément d'œuvres. Comment est-ce qu'on peut savoir que finalement ces œuvres qui ont été disséminées à travers les musées du monde sont des faux? Bien, en 1927, Dossena a reconnu qu'il fournissait en fait des faux avec ses ouvriers au musée du monde entier. Et comme personne ne voulait croire, parce qu'il faut bien savoir que la plupart du temps, on ne croit jamais le faussaire. Une fois que l'œuvre a été acceptée, au bout de 5 ans, 10 ans, elle est rentrée complètement dans l'histoire et il est difficile, voire même impossible, de revenir sur son authenticité. En 1927, Dossena a été obligé de montrer publiquement un film de lui dans son atelier en train de travailler sur une des dernières sculptures vendues à un musée. C'est comme ça que le scandale a éclaté. Et il y en a énormément d'autres. Vous avez, par exemple, Francesco Cremonese, qui a enfoui dans un champ une statue de Vénus, qui a été découverte quelque temps plus tard par le paysan qui labourait son champ. Les experts sont arrivés. Alors la statue, il lui manquait une main, un bras, un morceau de nez, et les experts ont expertisé la statue, l'ont authentifiée comme étant une statue authentique datant du 1er siècle de notre ère. Or, Cremonese, finalement, s'est dénoncé. Il a dit que cette statue de Vénus, c'était une statue qu'il avait conçue dans son atelier. Et comme, là encore, personne ne le croyait, personne ne voulait le croire, il a été obligé de montrer publiquement les morceaux de la statue manquants au public pour que finalement on se rende à l'évidence. Quand vous multipliez tous ces faux, quand vous vous rendez compte que cette entreprise de faux s'est étalée depuis le début de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle, il y a vraiment de quoi se poser vraiment des questions sur ce que l'on voit aujourd'hui dans les musées. Et notamment, je dois dire, moi j'ai commencé à me poser de sérieuses questions sur le masque de Jacques Chirac, de sérieuses questions sur le buste d'Elvis Presley de l'époque romaine, sur la statue de la 18e dynastie à l'effigie de Michael Jackson. Bon, Rock, t'es bien sympa avec tes histoires de musées et de faux, de sculptures, de bustes rasés et d'anatomie, mais bon, ça reste très anecdotique au regard de l'histoire. Il y a tellement d'autres pans, notamment l'architecture. Justement, en matière d'architecture, il y a pas mal de choses à dire. On se souvient, sans doute, pour quelques-uns en tout cas, de ce fameux scandale qui est arrivé dans la ville de Lübeck, au moment de la restauration en 1948. Alors ça, c'est une histoire que nous raconte l'école russe aussi. En 1948, on demande à Dietrich Fey de restaurer deux églises très historiques, puisqu'elles contiennent des fresques du XIIIe siècle. Et à la fin des travaux, en grande fanfare, en fanfare et en grande pompe, on fait une grande cérémonie du 700e anniversaire de la ville, reposant justement sur l'existence de ces fresques du XIIIe siècle. Ces fresques enfin restaurées par l'artiste. Or, le fait est récompensé, il reçoit toutes les félicitations des autorités de la ville et il est mis à l'honneur, sauf qu'on oublie au passage son assistant, son principal associé. Et c'est lui qui va prendre la mouche et qui finira par avouer que, en réalité, Fey lui avait demandé
de démolir complètement les fresques du XIIIe siècle pour repartir sur du neuf à partir de photos. Et comme personne ne peut croire cet assistant qu'on va accuser, on va dire que c'est parce qu'il est jaloux, parce qu'il a eu une discorde avec son patron, qu'il dit tout ça, personne ne va le croire. Alors l'assistant qui a plus d'un tour dans son sac, il a gardé en fait une carte maîtresse dans son jeu, et donc il va, pour prouver ses dires, il va demander aux experts et au public, à la presse entière, il va demander de regarder attentivement les visages des saints qui sont sur la fresque. Et alors on va découvrir les visages de Gengis Khan, les visages de Raspoutine et également celui de Marlène Dietrich à la place des saints. Forcément, vous imaginez le scandale qui va éclater à cette époque-là. On peut, là encore, généraliser cette pratique. C'est-à-dire que Fay n'en était pas à sa première. S'il s'est permis de démolir pour repartir sur du neuf, c'est qu'il savait qu'il pouvait le faire en toute tranquillité. Et sans cette crise avec son assistant, si l'assistant avait été lui aussi récompensé à sa juste valeur, je pense que cette affaire n'aurait jamais été découverte. Alors, bon, vous vous dites, ok, la restauration de certaines œuvres peuvent laisser à désirer et peuvent même avoir été l'objet de faux, mais il reste les écrits. Il reste les écrits là-dessus, c'est du solide, c'est du costaud. Mais en fait, on se rend compte qu'au niveau des écrits, on ne retrouve pas de manuscrits originaux au-delà du XIe siècle, là encore. C'est très difficile. Alors, de temps en temps, on va trouver quelques fragments qui vont avoir l'air très anciens, mais rien ne prouve qu'ils datent de l'époque que les experts vont leur donner. Il faut imaginer qu'au moment de la Renaissance, lorsque redémarre la civilisation, une armée de copistes vont travailler, vont recopier des manuscrits, parfois en les modifiant, etc. Mais au final, là encore, il est très très difficile d'établir une authenticité véritable de ces écrits au-delà du XIe siècle, puisqu'il ne reste aucune trace d'époques plus anciennes. En matière d'écrits, déjà beaucoup plus près de nous, on peut se demander qui était réellement Shakespeare. A-t-il vraiment existé? On sait également pour Molière que on n'a jamais retrouvé de manuscrit de Molière. Beaucoup ont dit que c'était Corneille qui avait écrit ces pièces. Bref, le flou et la porte reste totalement ouverte au faux également en écriture. Et finalement là-dessus, on ne peut pas s'appuyer non plus pour établir une véritable chronologie de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, si on parle de chronologie, il y a un petit détail qui est très amusant, c'est de savoir que Scaliger, l'homme qui est celui qui au XVIe siècle a établi la chronologie qui est encore aujourd'hui suivie par les historiens du monde entier, Scaliger, qui était donc un savant érudit qui avait répertorié tous les textes à travers le monde pour établir, si vous voulez, un ordre chronologique des royaumes et des civilisations. Ce Scaliger avait une particularité, c'est que lui-même s'était inventé et avait repris la thèse de son père au sujet de sa généalogie qui le faisait remonter jusqu'à l'empereur, je ne sais plus quel empereur. Et on avait beau lui mettre le nez dans son caca en lui expliquant que non, c'était pas possible et que c'était totalement ridicule de penser ça, il soutenait cette réalité, cette réalité imaginaire mordicus. Il était convaincu de remonter en ligne directe jusqu'à un empereur lointain quelques milliers d'années auparavant. C'est vous dire le sérieux du personnage quand même et sa crédibilité. À ce stade, on a survolé
rapidement quelques exemples de l'école russe, mais on peut pas en tirer de théorie. L'école russe va dire, ben voilà, ils ont inventé tout ça, ils ont fait des faux parce que c'est nous les Russes, en fait, qui étions les maîtres du monde. Je pense que cette vision un peu propagandiste, un peu nationaliste, dont les Russes ont certainement besoin aujourd'hui, ne correspond à aucune réalité. Mais, en revanche, le fait qu'il y ait toute cette industrie de faux, que l'on retrouve encore aujourd'hui avec l'apparition, ne l'oubliez jamais, de Sylvester Stallone dans une fresque du Vatican. Ça doit vous rappeler ce qui s'est passé à Lübeck quand même. Le fait que ces procédés perdurent en toute impunité aux yeux du public et en toute confiance de la part des menteurs semble indiquer que ça dépasse juste l'anecdote, mais que c'est sans doute un procédé qui a été généralisé tout au long des siècles. De là à remettre l'existence des civilisations qui ont précédé la Renaissance, il n'y a qu'un pas. Alors vous vous dites, ok, mais les pièces, elles existent les pièces. On a les pièces de monnaie grecques, romaines, le système de monnaie sumérien, etc. Parce que ce que je raconte pour les Grecs et les Romains, vous pouvez le transposer aux Sumériens, mais vous pouvez aussi le transposer à la civilisation chinoise. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais l'émission durerait trop longtemps, là, pour le coup. Donc ces pièces, eh bien, ce qu'on remarque là encore, c'est que les pièces grecques et romaines présentent des estampilles qui sont parfaites et qui sont du niveau des estampilles qui existaient à l'époque de la Renaissance. Alors que avant la Renaissance, les 2-3 siècles qui ont précédé la Renaissance, les pièces de monnaie sont de simples pièces de métal, à peine rondes. C'est avec la Renaissance que l'estampillage démarre, et c'est à ce moment-là qu'on, tout d'un coup, on découvre la civilisation romaine, hein, avec cette fascination qui va s'en suivre, qu'on va découvrir la civilisation grecque, et qu'on va, par miracle, trouver des pièces de monnaie grecques et romaines par milliers. Mais là aussi, il faut s'arrêter sur un petit détail. C'est que ces pièces romaines que l'on va trouver, ou grecques, sont toujours uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... vous n'allez pas trouver 5000 pièces à l'effigie du même personnage et avec la même estampille. Seulement une pièce. C'est pas logique, parce que dans une démarche commerciale d'économie nationale, on ne produit pas une pièce de monnaie en un seul exemplaire. En revanche, dans le cadre de faux estampillage, pour celui qui est le faussaire, il y a 2 avantages à ce que la pièce soit unique. D'abord, elle va valoir beaucoup plus cher que si elle était produite en 100 000 exemplaires. Et ensuite, il va être beaucoup plus difficile, en cas de découverte du faux, de remonter jusqu'au faussaire, puisque avec une seule pièce, il n'y a qu'une seule piste. Tout ça nous montre que, avec les pièces de monnaie et cette science qui est très récente, hein, qui remonte à la fin du 19e siècle, je crois, on sait qu'on est encore une fois dans un domaine qui est très flou, et que les experts, comme les experts en art, ont tout intérêt le plus souvent à déclarer des œuvres comme authentiques, puisqu'ils sont également ceux qui vont s'occuper de la vente, et ils toucheront des intérêts sur ces ventes. Alors forcément, étant juges et partis, ils ont tout intérêt à ce que passe par leurs mains un maximum d'œuvres authentiques. Si, quelques années plus tard, ça passe, eh bien ça passe. L'œuvre entre dans le domaine de l'officiel, hein, et devient indiscutable. Mais si, tout d'un coup, il y a
il y a un problème, un grain de sable qui démontre que l'œuvre est fausse, eh bien l'expert a toute facilité pour dire qu'il a simplement été trompé. Résultat, aucun risque et tout bénéfice. Là, on a vraiment affaire à une industrie du faux. Et le faux, la contrefaçon existe encore aujourd'hui, on le voit dans l'économie. Il n'est pas une journée où on nous ressasse aux informations que la contrefaçon fait un mal terrible à l'économie moderne. Maintenant, vraiment posez-vous la question de savoir si cette contrefaçon, elle est juste un phénomène d'aujourd'hui, ou si finalement elle n'est pas un phénomène récurrent de la civilisation humaine depuis 900 ans. Si on pousse plus loin le questionnement et qu'on regarde de près certaines découvertes, par exemple, on va commencer à s'interroger sur Pompéi. Pompéi est découvert en 1560, je crois, puis par hasard, hein, puis laissé à l'abandon pendant plusieurs décennies, redécouverte. On va vraiment commencer à s'intéresser à Pompéi à partir du début du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Ce qu'il y a de tout à fait bizarre dans cette histoire, c'est donc qu'on va connaître ce site de Pompéi sur 2 siècles avant de vraiment entamer des fouilles, et que lorsqu'on va entamer des fouilles, on va découvrir énormément de vestiges parfaitement intacts, formidablement conservés par justement l'éruption volcanique du volcan. Mais on va ainsi, au 19e, début 20e siècle, avoir une 50aine de maisons réouvertes que le public pourra visiter. Et puis en quelques décennies, ces 50 maisons vont tomber à 5 maisons, puisque malheureusement les aléas climatiques, les infiltrations d'eau vont renvoyer ces maisons en quelques décennies donc à l'état de ruine, et elles ne seront plus du tout, il ne sera plus du tout possible de les visiter. On peut se demander si finalement en 2 siècles on n'a pas pu, toujours dans ce théâtre d'illusionnistes, si les prestidigitateurs qui sont les précurseurs des prestidigitateurs de la NASA n'ont pas eu 200 ans tranquillement pour recréer un site romain qui allait asseoir justement un peu plus dans l'esprit du public la réalité de l'époque romaine. Autre exemple complètement insensé, et ça je crois que l'école russe en parle également, c'est la découverte de Troie par Schliemann. Alors, Schliemann n'est même pas archéologue, c'est un milliardaire, il est omnibulé par les œuvres d'Homère, et en lisant textuellement les œuvres d'Homère, il va découvrir Troie. Mais en réalité, le site qu'il découvre est connu des Turcs comme étant une ancienne place forte, toute simple, et qui ne remonte pas à l'époque des Grecs d'Homère, quoi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Schliemann, c'est que les fouilles qu'il va faire, vont prendre quelques années, et il va faire ressortir à la surface donc des ruines, mais la ville de Troie, en fait, elle est tellement petite qu'on se demande comment est-ce qu'elle a pu contenir toute sa population. Et puis surtout, il y a eu un petit scandale quand même, c'est que Schliemann était en relation avec des artisans d'Istanbul, et qu'il leur avait commandé énormément de faux, en fait, de bijoux qu'il leur avait commandés, qu'il avait dessinés, etc. Alors il a justifié tout ce commerce
en expliquant qu'il ne voulait pas que les œuvres retournent aux Turcs et qu'il voulait pouvoir les envoyer aux États-Unis. C'est pour ça qu'il avait fait des faux. Mais c'est encore un élément qui me chagrine parce qu'on est toujours on est toujours en train de buter sur du mensonge. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de cette conspiration du mensonge, dont le mensonge n'est qu'un des leviers. Sur Troyes, une petite anecdote assez marrante, c'est que la voie principale de Troyes est en parfait état, les pavés sont parfaits, on dirait que ces pavés n'ont quasiment jamais servi. Alors que dans tous les vestiges de villes anciennes, même des villes de la Renaissance, les voies principales qui n'ont pas été restaurées, elles sont creusées par les roues des chariots. Mais bon, c'est encore une autre anecdote. Vous avez aussi dans la découverte de Schliemann le masque mortuaire très, très célèbre en or qui va rappeler le masque mortuaire d'une autre découverte dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant de vous parler de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter, je vais tout de même vous emmener faire un petit détour par la Chine, et notamment vous parler de ce monument que tout le monde connaît, qui est une des merveilles, une des grandes merveilles de ce monde, et qu'on appelle la Grande Muraille de Chine. Il y a une chose très particulière dans cette Grande Muraille, c'est que on l'a vraiment découverte au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, donc peu de temps après la Renaissance, et il se trouve qu'elle est totalement en ruine aujourd'hui, et qu'à part les endroits qui sont continuellement restaurés pour les touristes, tous les 6000 kilomètres de cette muraille gigantesque, qui date officiellement de 2000 ans, c'est-à-dire que la muraille de Chine, elle a été bâtie il y a 2000 ans. Eh bien, pas de peau. Les aléas climatiques, l'activité humaine, fait que cette muraille qui a tenu 2000 ans, sur 6000 kilomètres, est en train d'être mangée par la végétation et tombe en ruine pierre par pierre, au point de disparaître dans certains endroits. Et alors la question que je pose, c'est est-ce que c'est vraiment à cause de l'activité humaine et du climat qui est vraiment redoutable à notre époque, ou est-ce tout simplement dû au vieillissement naturel d'un mur qui est dévoré jour après jour, année après année par la végétation, comme on peut le voir dans nos campagnes en France, par exemple? Selon nos estimations, un tiers de la Grande Muraille, soit 2000 km, a déjà complètement disparu. À certains endroits, on ne peut que deviner sa trace. Il est temps de mettre des moyens. Aujourd'hui, à peine 10% de la muraille serait en bon état. Ailleurs, comme sur ces photos prises au même endroit à un siècle d'intervalle, elle s'efface. Et donc, on peut vraiment se demander si la muraille de Chine est si ancienne que ça, et si quelque part, les illusionnistes dont je vous parle maintenant depuis 3 émissions ne se fichent pas complètement de nous. Nous rencontrons Ran Pingzhe, maître potier à Xi'an. Il a dédié sa vie à la reconstitution de cet art millénaire, la fabrication de statues de soldats impériaux. L'armée qui est à ses pieds reste sa source d'inspiration. Pour lui, cette armée de soldats symbolise autant la grandeur de l'Empire que sa grande muraille. L'avantage que représentent les statues individuelles, c'est que l'on peut les reproduire aisément et même les emporter, comme si on prenait avec soi un bout de la grandeur de la Chine. C'est dans cet esprit que Maître Han a fondé il y a quelques années un atelier de poterie à proximité du mausolée pour fabriquer à l'ancienne des soldats en terre cuite, ainsi que d'autres objets que l'on trouve avec eux. Cet atelier le fait vivre, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de potiers aujourd'hui. Il y a quelques mois, il a décidé de faire construire un four à l'ancienne. Il espère ainsi se rapprocher le plus possible des techniques de fabrication de l'époque. C'est un archéologue reconnu qui sera son conseiller dans cette entreprise.
je sais que c'est un exercice périlleux et très délicat qui est le mien actuellement, parce que c'est la remise en question de mon propre travail. N'oubliez pas que moi, comme la plupart de mes lecteurs, comme tous les chercheurs de vérité, on a toujours été tous fascinés par la découverte de Troie par Schliemann. La découverte de Troie par Schliemann, c'est à nos yeux un pied de nez à l'archéologie officielle, qui ne donne pas le bon âge aux pyramides d'Égypte, etc. Enfin, qui veut absolument que les pyramides soient des tombeaux, etc. C'est un pied de nez, Schliemann. Schliemann, c'est notre vengeur masqué, on va dire. Et donc, forcément, je sais que je risque d'en décevoir pas mal en disant et en soutenant que, apparemment, Schliemann, porté par ce courant de faussaires, porté par ce courant de mensonges qu'il devait voir constamment autour de lui, s'est dit, eh bien, pourquoi pas moi? Pourquoi pas découvrir, eh bien, tiens, au hasard, la ville de Troie? Je pense que ça fera le buzz. Autre sujet qui, dans mon domaine, est totalement passionnant, qui m'a passionné pendant des mois, des années. J'ai eu de nombreuses fois l'occasion d'étudier tout ce dossier, c'est les pierres d'Ica. On découvre en Amérique du Sud des pierres à Ica qui représentent des dinosaures avec des hommes, des dinosaures chevauchés par des êtres humains, des autopsies, des opérations chirurgicales, et le tout remontant à plusieurs milliers d'années. Des choses totalement époustouflantes. Alors vous imaginez que dans mon milieu, vous imaginez que moi, le premier, j'étais fasciné par ces pierres. On a fait un article, 2 articles sur ce dossier. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que je viens de vous dire, sur cette industrie du faux, je me rends compte que ces pierres qui se comptent en centaines de milliers, hein, elles sont très nombreuses, mais au final, il n'y en a qu'une centaine qui sont exceptionnelles. Les autres, la plupart du temps, sont assez grossières. Mais ces pierres, finalement, ont pu être réalisées dans des ateliers par des artisans, et au final, personne n'y verra que du feu. Si l'archéologie officielle se tait sur les pierres d'Ica, ce n'est pas parce que elle en éprouve une gêne par rapport à sa propre méthode chronologique, c'est peut-être simplement parce qu'elle sait qu'elle a affaire ici à des faussaires de la même veine que les faussaires avec lesquels elle travaille depuis très longtemps maintenant. Dans un sens ou dans l'autre, on a tous été trompés. Même nous, les chercheurs de vérité, qui avons essayé de creuser plus loin, finalement, nous avons sans doute été bernés par d'autres faussaires qui, selon les modes, selon les époques, voulaient distiller dans nos esprits de nouveaux concepts et surtout nous emmener vers encore plus de confusion. Évidemment, ça fait beaucoup d'informations tout ça, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train de vous dire il y a des faux, mais c'est pour juste falsifier l'histoire. Je suis en train de vous dire il y a des faux, il y a une industrie du faux, mais c'est pas parce que notre histoire a été falsifiée, c'est parce qu'elle a été inventée, c'est parce que notre histoire n'existe pas. Je pense qu'au-delà de 900 ans, il est impossible de trouver une pierre debout. Il est impossible de trouver quelques vestiges que ce soit. C'est comme si, il y a 900 ans, c'est-à-dire au XIe siècle, vers la fin du XIe siècle, toute l'humanité était sortie du néant et qu'il avait fallu inventer de toutes pièces son histoire. Vous vous dites que il y a quand même tous ces vestiges archéologiques, notamment à Rome, ces pierres qui sont là et qui sont en contradiction avec ce que je viens de dire. N'oubliez pas que pour l'exposition de 1890, pour le bicentenaire de la Révolution, à Paris même, on a reconstruit grandeur nature tout un pan de la Bastille.
Il a été construit juste pour 2 ans avec des rues adjacentes et tout a été démoli ensuite. D'autres exemples comme celui de la Bastille peuvent exister quotidiennement, des reconstitutions de monuments, notamment au Musée de l'Homme. Vous avez les façades de cathédrales et d'églises qui sont merveilleuses, qui sont d'une beauté grandiose et qui sont pour autant des reproductions totales. Et je vous invite maintenant d'ailleurs à regarder un petit documentaire passé aux infos sur France 2. Il vous parle de l'art autoroutier. Vous verrez à la fin de la séquence une petite chose tout à fait surprenante. La plupart du temps, vous ne les voyez que comme ça. Quelques secondes, à plus de 100 km/h. Plus de 70 œuvres jalonnent les 9000 km du réseau autoroutier français. Des structures monumentales en béton. Archeval, le Dada de Saumur, Voinic, le Sanglier des Ardennes, quelques formes géométriques, ou encore le poulet géant de Bresse. Le boom de l'art autoroutier remonte aux années 80. L'État impose alors aux sociétés autoroutières de réserver une partie de leur budget aux créations artistiques. Au total, 11 millions d'euros investis dans une 50aine d'œuvres. Aujourd'hui, l'art sur les autoroutes se veut plus pédagogique, comme sur cette aire de Lauzet, avec une reconstitution d'architecture romane. Alors je sais, on risque de me dire, oui, raconter des choses pareilles, mais c'est tout à fait monstrueux parce que ça perd les enfants, ça apporte beaucoup de confusion et ça rend difficile le métier d'enseignant. Ce à quoi j'ai envie de répondre que ça fait belle lurette que le programme scolaire se détériore et qu'au moins je constate qu'il y a encore une certaine époque où les falsificateurs, les illusionnistes faisaient encore l'effort de nous inventer une histoire et de nous l'inculquer, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut une population totalement vierge de toute histoire et de toute racine. J'en arrive maintenant à aborder une autre problématique chère à Top Secret, qui a fait les beaux jours du magazine Top Secret, et qui sont simplement les pyramides. Les pyramides, c'est difficile, quand on les regarde, impressionnantes comme elles sont, de se dire, mais attends, là on est dans du vrai mystère. C'est indéniable. On peut pas revenir sur cette question. On ne peut pas dire que les pyramides ont juste 800 ou 900 ans d'âge. Et pourtant, maintenant on connaît de plus en plus ce scientifique français qui s'appelle Davidovits et qui a inventé le système des géopolymères. Et Davidovits a démontré, mais vraiment de façon très scientifique, que les pyramides avaient été bâties sur ce système. Les géopolymères, c'est un système de béton naturel où on recompose de la pierre, les blocs de pierre, de façon à ce qu'ils donnent l'impression de sortir de carrière. En fait, les pierres sont moulées avec de l'eau et de la poudre concassée, et puis en durcissant, le bloc de pierre se reconstitue. Davidovits a démontré que les pyramides étaient conçues avec de telles pierres. Alors, c'est assez choquant parce que l'archéologie officielle ne reconnaît pas, curieusement, les travaux de Davidovits. L'archéologie officielle préfère nous parler de rondins de bois, préfère nous parler de pierres taillées avec des bouts de bois et des cailloux, par des esclaves, des centaines de milliers d'esclaves pendant des années pour arriver à tailler une pierre dans les carrières. On nous montre des systèmes de poulies qui ne fonctionnent pas, alors que Davidovits nous explique que simplement en portant des vases d'eau et de la poudre, les Égyptiens ont pu élever les pyramides sans problème. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire ça, parce que j'en ai bouffé des pyramides. C'est fini. Avec Davidovits, terminé les extraterrestres, l'intervention extraterrestre,
l'intervention de civilisations passées extraordinairement évoluées, avancées et connaissant par cœur le nombre d'or. Fini également ces pierres qui lévitent juste en soufflant dans des flûtes magiques. Toutes ces théories, et puis également, après tout, la théorie de mystérieux initiateurs hautement spirituels, les maîtres ascensionnés qui dans les sous-sols venaient faire des initiations extraordinaires. Avec de la poudre et de l'eau, on édifie les pyramides en une vingtaine d'années, effectivement. C'est une sérieuse remise en question pour moi, mais en même temps, je suis bien obligé aujourd'hui, avec tout ce que j'entreaperçois dans mes recherches, que finalement ces pyramides ne sont pas, bien que très impressionnantes, aussi mystérieuses qu'on a voulu le voir. En me lançant sur ce chemin, je m'expose à ce qu'on dit, ça y est, Rock est devenu un sceptique, Rock est devenu un débunker. Mais en réalité, ce que je suis en train de défendre dans ma quête de vérité, c'est une vérité encore bien plus fantastique et bien plus incroyable que toutes ces théories extraterrestres ou de civilisations passées hyper sophistiquées. Il y a 900 ans, le nombre d'or, on le connaissait. Ceux qui ont pu bâtir au début de la Renaissance ces monuments connaissaient parfaitement bien les lois mathématiques du nombre d'or. Et il n'y a pas besoin d'intervention particulière pour nous réinventer une histoire, encore une fois. Je vais vous parler maintenant, comme promis, de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Vous vous souvenez de l'épopée d'Howard Carter. Pendant 5 ans, il va fouiller la vallée des rois. La vallée des rois, à l'époque, elle a déjà été fouillée. Il n'y a pas un grain de sable qui n'a pas été retourné et retourné et retourné. Donc, il va commencer à fouiller dans un endroit très précis. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, il abandonne ce site. Il fait installer sur ce site les tentes de ses ouvriers, mais au-dessus de gravats. Et tout autour, il y a des gravats des premières fouilles. Puis, il envoie ses équipes fouiller à quelques centaines de mètres du site, donc dans cette vallée des rois, qui a été déjà explorée de fond en comble. Et ça va durer 5 ans. Au bout de 5 ans, pour Howard Carter, de toute évidence, c'est un échec complet. Et son financier, Lord Carnarvon, est sur le point de l'abandonner. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui passe par la tête de Howard Carter, mais il décide de déplacer les tentes de ses ouvriers, il décide de nettoyer le gravat, et il demande à ses ouvriers de recreuser là où il avait creusé 5 ans auparavant. Et à peine quelques coups de pioche plus tard, on découvre la première marche qui mènera au tombeau de Toutankhamon. Est-ce que vous croyez encore au hasard ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que pendant 5 ans, sous ces tentes, le tombeau de Toutankhamon a été réalisé avec la complicité du financier Carnarvon ? Est-ce que vous ne pensez pas que en 5 ans, on a pu réunir, construire, fabriquer des faux, enfin bref, tous les objets qui sont présents, qui ont été présents dans le tombeau au moment de sa découverte. On sait que le tombeau avait été fouillé par des pilleurs. C'est quand même extraordinaire que ces pilleurs aient tout laissé sur place, alors qu'il y avait des richesses de l'or extraordinaires. Et puis, il faut bien savoir que c'est le seul tombeau d'Égypte qui a été gardé intact depuis la mort du pharaon jusqu'à nos jours.
est-ce que vous ne pensez pas que ce miracle, cette découverte miraculeuse, n'est pas en fait le résultat d'une grosse falsification? Surtout qu'en termes de falsification, on a d'autres exemples, notamment la pyramide dite de Khéops, qui porte ce nom-là sur la base d'un cartouche qui a été retrouvé dans une salle soi-disant inaccessible, mais malheureusement, sur ce cartouche, il y a une grossière faute d'orthographe. Donc, est-ce que Howard Carter, ayant vu ce qui se tramait et ce qui se passait autour, à l'époque étant dans cette industrie du faux, ne s'est-il pas dit, pour l'égyptologie, il manque quelque chose de fondamental, puisque les Égyptiens sont complètement tournés vers la mort, vers le rituel de la momification, etc. Il nous manque une chose fondamentale, c'est justement le tombeau qui me rendra célèbre. Il y avait une course à la célébrité de la part de tous ces chercheurs. Au fil des siècles, les voleurs ont réussi à piller tous les tombeaux de la vallée, sauf un, celui-ci. C'est ici qu'en 1922, la sépulture de Toutankhamon a été découverte par l'archéologue Howard Carter. Elle renfermait un trésor incroyable qui a fait connaître le nom de Toutankhamon dans le monde entier. Je me rends dans son tombeau avec l'égyptologue Gail Gibson. Pourquoi l'avoir inhumé ici? Tout d'abord, comparé aux autres tombeaux de la vallée, celui-ci est beaucoup plus petit. C'est vraiment petit. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on imagine un tombeau royal. C'est très étrange qu'il soit aussi petit et dépouillé. Ce modeste tombeau était rempli de meubles et d'objets royaux qu'on enterrait avec le pharaon. Cette pièce n'était sûrement pas censée être dans un tel désordre. On dirait qu'on a essayé d'entasser le plus d'objets possible dans ce minuscule espace. Autre aspect inhabituel, le manque de décoration murale. D'ordinaire, les tombeaux royaux sont ornés de centaines de portraits finement ouvragés représentant le pharaon en compagnie des dieux. Ici, les peintures sont différentes. Ces peintures sont intéressantes. Tout est presque grandeur nature. C'est étrange, on voit rarement ce genre de peinture dans les tombes royales. On a récemment identifié un nouvel élément sur les peintures. De la moisissure vieille de plus de 3000 ans. On dirait qu'on a réalisé ces peintures sur du plâtre humide, à la hâte. On a décoré les murs, entassé tous les objets et fermé le tombeau aussi vite que possible. Mais la peinture était encore humide et du coup, la moisissure a pu proliférer alors que personne n'est entré ici jusqu'en 1922. C'était peut-être un enterrement précipité. Ils n'ont pas pris le temps de marquer « Attention, peinture fraîche ». Ils ont scellé la tombe et ils ont mis les voiles. Oui, pour moi ça indique clairement que c'était une inhumation précipitée. Toujours est-il que je pense qu'à un moment, il y a dû avoir dissension, il y a eu des discordes entre le financier, Howard Carter, et puis quelques autres de son équipe, et c'est devenu, face au danger des révélations qui pouvaient fuiter, la malédiction de Toutankhamon. Quelques mois plus tard, Carnarvon et son épouse décéderont, et puis ce sera une hécatombe autour des gens qui auront mis les premiers les pieds dans le tombeau de Toutankhamon. À noter, pour finir sur cette affaire, que le tombeau de Toutankhamon est le seul à avoir un toit plat. Tous les autres tombeaux d'époque qui ont été retrouvés vides puisque les pilleurs étaient passés par là auparavant, tous les autres tombeaux ont des voûtes. Il semblerait que ça soit encore un indice de falsification et que dans ce cadre-là, on ne se soit pas donné la peine de créer un toit voûté. Idem pour les peintures qui sont concentrées autour du tombeau et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dernière chose, vraiment qu'il faut comprendre, je sais que ça peut vous paraître choquant tout ça, mais
vous avez entendu dire qu'on avait découvert une salle derrière la salle, récemment. Cette salle, en fait, on sait qu'elle existe depuis pas mal d'années, le bruit court, mais voilà, les médias en parlent un peu plus aujourd'hui. On est, avec cette science archéologique, devant une course exponentielle. Et les archéologues ont besoin toujours de nouvelles découvertes pour maintenir tout simplement leur profession et pour justifier tout un système économique, de la même façon que les laboratoires de médecine, les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de créer de nouveaux produits pour faire tourner le business. Sans nouveaux produits d'appel, vous allez avoir un désintérêt de la population pour l'archéologie. Et l'archéologie ne veut surtout pas ça. C'est ainsi, c'est pour ça qu'on va toujours de découverte en découverte et que les découvertes sont parfois de plus en plus exceptionnelles. Et qu'en plus, elles sont colorées par l'époque où elles sont faites. Une petite chose à savoir, c'est qu'il y a toujours une petite part de mystère dans ces découvertes de l'égyptologie, puisque l'égyptologie a toujours été liée aux sociétés secrètes, etc. Il y a toujours eu plein de symboles initiatiques, etc. Et c'est assez verrouillé autour de ces sujets-là. Et donc dans la tombe de Toutankhamon, on va trouver notamment un poignard inoxydable fait en métal de météorite, alors qu'à l'époque, les Égyptiens ne connaissaient pas le fer. Et vous allez aussi trouver deux momies, alors que les officiels diront que ce sont des momies de fœtus, et puis les chercheurs de vérité qui sont tout le temps à courir derrière l'alternative, les versions alternatives, vont prétendre au contraire que ce sont très probablement des momies extraterrestres qui ont été placées avec le tombeau de Toutankhamon. Mystérieusement, et pour aussi nourrir la légende, ces deux momies disparaîtront certainement dans des musées privés, dans des collections privées. Mais en tout cas, l'analyse va être impossible à faire. Vous avez encore du mal, hein. C'est difficile, là, c'est difficile. Vous vous dites certainement que j'exagère et vous en voulez encore de l'Égypte, vous en voulez encore des extraterrestres et des pierres en lévitation, peut-être. J'ai été le premier, hein, pendant 15 ans à être à la recherche de tous ces phénomènes. Et je peux vous assurer que je ne suis pas un sceptique, je suis juste dans le questionnement et dans la quête de vérité. Il y a quelques années de ça, j'ai été également fasciné par une découverte en Australie de chercheurs de vérité qui ont trouvé en pleine forêt des blocs de pierre immenses dans lesquels figuraient des hiéroglyphes. Cette affaire-là n'a pas trop fuité, on a eu peu d'éléments. Pendant quelques années, de quoi faire une ou deux news dans Top Secret, mais pour aller plus loin, il fallait plus de choses. Toujours est-il que d'autres chercheurs, de nouvelles générations de chercheurs sont allés sur les lieux, ont essayé de redécouvrir ce fameux bloc de rocher avec ces hiéroglyphes. Et puis vous avez donc pas mal de gens qui gravitent autour de ce mystère pour essayer de démontrer la présence d'Égyptiens qui auraient voyagé, après tout, pourquoi pas, avec leur technologie à la limite de l'extraterrestre jusqu'en Australie, de façon, puis qui auraient peut-être fait naufrage et qui, à ce moment-là, auraient décidé de laisser un testament, de laisser leur histoire sur la pierre. Je vous invite à regarder maintenant cette vidéo d'un chercheur qui a retrouvé ce bloc de pierre avec ses hiéroglyphes. Regardez très attentivement. Vous pouvez voir que cet homme est un passionné et regardez-le observer les hiéroglyphes.
regardez sa fascination, écoutez son message, regardez les images et on en reparle dans quelques secondes. It's getting late, it's getting dark, so we're going to come back tomorrow to have a proper look at these and go and spend the night in Gosford because this is just too interesting. There's very strange glyphs here. I'll just show you a few of them now just to give you an example. That looks like some kind of hand. You've got a bird there with something underneath it. I'm not quite sure how to describe that. These look very odd. I mean, they're very big. They're much bigger than I expected. But they're clearly here, and you can't deny they're here. I wonder why they put them in this hidden space, but they did. Well, the ones on this wall are much harder to see, but they are there. You can kind of see strange shape. That almost looks like some kind of spear. That looks like some kind of UFO. There's like an H with a seated figure there. Another kind of UFO looking thing. Very interesting, very strange. It's almost like a Maltese cross over back on this side. Si vous regardez attentivement les fameux hiéroglyphes dont nous avons parlé, dont les chercheurs de vérité ont parlé pendant des années, on se rend compte que tout est bidon, tout est faux, et qu'on ajoute à ça un petit peu de UFO, de ci, de là, pour émoustiller encore un petit peu plus l'imagination des gens qui sont en quête de vérité, et de façon à les entraîner encore plus dans la confusion. L'apothéose, c'est le passage où la caméra filme un hiéroglyphe que vous allez voir là maintenant pendant que je parle, et qui ressemble à ce qu'il représente, et qui fait penser également évidemment à cette histoire de la NASA avec le mot sexe marqué en lettres de nuages. On est dans le même registre, on est toujours avec les mêmes procédés de faux, les mêmes mensonges qui tournent en boucle et qui en même temps ne peuvent pas s'empêcher de se moquer de nous et de nous trimballer d'une fausse piste vers une autre. Allons-y gaiement jusqu'au bout. Maintenant, on va parler des peintures rupestres dans les grottes. Il est quand même étonnant qu'on découvre les peintures rupestres et tout l'art rupestre à la fin du 19e siècle. Et puis le succès est tel que très vite, cette découverte va s'enchaîner avec la grotte de Lascaux, qui est un monument d'art. Et puis ensuite, on va aller de découverte en découverte. Des grottes vont être de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce que même il n'y ait plus de grottes pour qu'on soit obligé d'aller chercher des grottes rupestres sous la mer. Il y a une chose très étonnante au niveau des dessins que l'on trouve dans les grottes, c'est qu'ils correspondent exactement à l'image que l'homme de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle se faisait de l'homme préhistorique, à savoir un chasseur ou un chaman, ou les deux, c'est-à-dire quelqu'un qui va lier sa survie à une espèce de sentiment religieux, ésotérique. On est au 19e siècle, début 20e, on est dans une époque religieuse aussi, dans une société religieuse. Donc l'homme préhistorique, qui n'est pas censé avoir de religion, a quand même les prémices d'une connexion avec le divin. Et en même temps, il est chasseur, et les grottes ne feront que nous montrer des scènes de chasse dans un cadre de rituel magique. Et puis, au fur et à mesure des découvertes, les dessins vont se développer, vont se sophistiquer, et on va avoir des scènes de guerre, des scènes de la vie quotidienne, des scènes de cuisine, où on va montrer la nourriture. Et puis, selon les pays, par exemple au Brésil, dans certaines grottes, les hommes préhistoriques vont avoir déjà un peu dans la peau la samba,
On va sentir qu'ils sont, on va les montrer en train de danser, etc. Et puis aussi pour aussi nourrir toujours l'imaginaire il en faut toujours un petit peu pour les chercheurs de vérité. On va trouver des sortes de créatures avec des scaphandres. Et puis là aussi des UFO qui seront bienvenus et qui seront comme autant de grains à moudre pour les chercheurs. Ça va prendre de telles proportions qu'à la fin, il y aura même la théorie du structuralisme qui verra dans les dessins à l'intérieur des grottes un message global, encore mystérieux et qui reste à décrypter. Mais il ne faudra plus prendre les peintures une par une, mais les voir dans leur ensemble. Vous avez même, alors on tombe dans l'extraordinaire, vous avez même l'image, enfin, la peinture d'un sanglier, je crois, qui est en train de courir et qui est peint par cet homme préhistorique. Et on voit toute la décomposition du mouvement comme le montreraient aujourd'hui des caméras modernes. Et c'est extraordinaire de voir comment un homme préhistorique peut juste en regardant un sanglier, décomposer son mouvement et sa course. Là, on est dans l'ordre du... Voilà. On a également dans ces peintures de la BD, on a du Walt Disney, et pendant que je parle, vous êtes en train de voir tout ça et de vous rendre compte à quel point on est en train aussi, dans ce domaine-là, de se fiche de nous complètement. Avec en plus tout le merchandising qui va avec, c'est-à-dire que dans ces grottes, vous trouverez des petits silex, des petits os sculptés avec toujours du gibier, etc. Comme les images que je vous montre actuellement et qui relèvent de l'art déco du début du XXe siècle. Parallèlement à ça, vous allez également avoir toute cette mode de la découverte des hominidés jusqu'à Lucie, qui démarre à la fin du XIXe siècle et qui va donner lieu à des scandales universitaires et scientifiques invraisemblables, avec des squelettes qu'on aura découverts dans des circonstances étranges et dont on démontrera plus tard qu'il s'agit en réalité d'un mélange de mâchoires de orang-outan ou de gorille avec une boîte crânienne d'être humain, etc. Bref, tout un bloubi-boulga de faux, complètement délirant, jusqu'à finalement ce que la science se dise, il faut quand même qu'on soit sérieux et qu'on soit cohérent, et au final qu'on établisse un ordre des choses correctes et bien faites. Ce qui sera le cas par la suite, même si on continue de découvrir de temps en temps des hominidés nouveaux, certains à l'image des hobbits avec des grands pieds, d'autres à l'image des fées mesurant 20 cm, etc., etc. La vérité, moi je ne la connais pas, je ne suis pas venu vous apporter ma vérité. Simplement, je sais que vraiment nous sommes pris en étau aujourd'hui dans ce monde depuis bientôt 1000 ans entre le mensonge et l'illusion. Ce mensonge tend finalement à nous éloigner de nous-mêmes. Il tend à nous déconnecter de la part sans doute magique ou invisible qui est en nous. Vous me direz, tout ça c'est des bêtises, il y a quand même tout le système des datations, datation carbone 14, datation analogique, et puis les 3 ou 4 autres méthodes de datation qui existent de par le monde et qui sont couramment utilisées par les archéologues. Malheureusement, et ça d'autres l'ont démontré bien mieux que moi, ces datations ne sont pas fiables, aucunement, et elles laissent la porte ouverte à des erreurs qui peuvent s'étendre sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc on ne peut pas non plus s'appuyer sur cette science qui n'est pas exacte, la science de la datation. Cependant, et
moi, c'est un truc qui me paraît important de dire aujourd'hui. J'ai parlé des textes tout à l'heure, des copies, etc. Si vous réfléchissez bien à ce que j'ai dit, en fait, ça voudrait dire que les grandes religions du texte, du livre, remontent en fait elles aussi au IXe siècle, et que ces textes-là remontent à cette époque-là, et que ces religions ont donc été inventées, créées de toutes pièces par des scribes, par des copistes qui ont imaginé toute une histoire pour l'humanité. L'histoire qu'on enseignait au début, qu'on enseigne encore dans certaines contrées, c'est l'histoire des religions. Il faut bien le savoir. L'histoire de la religion ou du prophète qu'on suit dans tel ou tel pays. En parlant donc de datation, je vais évidemment, pour finir, parler du suaire de Turin. C'est important de savoir que la datation au carbone 14 du suaire de Turin ramène le linge au XIIe siècle. Ça me semble très intéressant. Moi, je crois personnellement, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le suaire n'est pas justement un faux, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est très difficile de le reproduire. Mais enfin bon, après, jusqu'où va encore le mensonge? J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais sur ce linge, j'ai envie encore de croire à son authenticité, justement. Le fait qu'il remonte au XIIe siècle me permet d'imaginer que le Christ, justement, n'est pas si lointain de nous, et qu'au final, nous n'avons pas été abandonnés depuis 2000 ans par le dernier maître christique, sans aucun lien ni aucune liaison depuis. Qu'en réalité, l'existence du dernier maître christique est beaucoup plus proche de nous qu'on a voulu nous le dire, et que ça aussi, ce rallongement des siècles est encore une façon de nous éloigner de la part, je dirais, sublime qui est dans l'homme. Finalement, le fait de faire remonter le maître christique à 2000 ans, c'est quelque part un message pour l'humanité de désespérance. Nous arrivons à présent à la conclusion de ce troisième volet consacré à la conspiration de la matrice. Je crois que maintenant vous commencez à voir où je veux en venir, et que mon propos, depuis le début, lorsque je parlais du mensonge de la NASA, n'était pas du tout d'en venir à une histoire de terre plate. Ça me paraît assez anecdotique au regard de ce que je suis en train de vous faire présager. Je sais qu'il est difficile d'avaler toute cette histoire de mensonges, qu'il est plus facile d'accepter les mensonges de la NASA, les mensonges des laboratoires pharmaceutiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mensonges des vaccins, etc. Je suis conscient du fait que tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure a pu heurter votre conscience, a pu heurter vos croyances, vos paradigmes. Je suis sûr que certains d'entre vous réagiront violemment, et c'est tout à fait normal. Beaucoup voudront démontrer par A plus B que j'ai tort. D'autres, au contraire, voudront prouver que j'ai raison. Je vous demande de passer cette étape et juste de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit au cours de cette émission. Je ne vous demande pas de me croire. Mon propos ici est de partager avec vous mes recherches et mes questionnements. J'ai l'impression qu'au stade où en sont les choses, et au vu de l'évolution de notre société actuellement, que ce soit en France et même au-delà, dans d'autres pays du monde, il y a quelque chose qui semble mauvais. Et donc, en réalité, j'en appelle à votre vigilance, qu'il est temps aujourd'hui de ne plus rien croire sans l'avoir vérifié, et quelle que soit la source ou l'autorité qui nous impose sa vérité. Je crois qu'il faut tout remettre en question. Je vous invite simplement à poursuivre cette quête de vérité, parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui nous apporte la force, et c'est au final dans la vérité que réside le véritable espoir.
C'est ce qui nous permettra de ne plus être manipulés et d'agir avec discernement. Aujourd'hui, je vous confronte aux mensonges de ce monde d'illusions dans lequel nous vivons. Je vous confronte à vos croyances et donc à vos propres illusions. Je vous invite à poursuivre cette quête de vérité sans relâche et sans frein surtout, dans le dépassement. Je vous invite à tout remettre en cause, à tout remettre à plat pour pouvoir construire demain solidement. Je vous invite à poursuivre cette quête jusqu'au bout, car l'hiver approche.